Bonjour à toutes et tous. Très content d'être là. Merci aux d'économistes pour cette belle invitation. Merci à Dany Bruet pour sa charmante et accueilleuse, très chaleureuse hospitalité. Merci à Eric. Ça fait longtemps, très longtemps, je pense, qu'on n'a plus donné de conférences ensemble. Et surtout, j'en profite pour le remercier pour toute l'expérience qu'il m'a permis d'acquérir au cours des 15 années où j'ai eu la chance et l'honneur de collaborer avec lui. Et alors merci aussi au Cerisier pour m'avoir aidé à produire ce gros ouvrage qui a fait un très beau travail et notamment qui a accepté un peu à la dernière minute de ne pas respecter les règles de grammaire de l'Académie française et donc non seulement de féminiser le texte mais aussi d'appliquer la règle de proximité. Et donc qui a valu pas mal de travail supplémentaire au dernier moment. Alors je vais faire une intervention en fait en 3 points. Je vais en quelques minutes présenter un peu le contenu et l'objectif du bouquin, puis présenter quelques victoires sociales, économiques, culturelles, politiques qui ont eu lieu récemment. Et puis alors quelques alternatives, disons, plus solides sur lesquelles je pense qu'il est intéressant de s'attarder. Donc en 2 mots, ce livre part d'une frustration et d'un constat. En fait, depuis 15 ans maintenant, je participe à beaucoup d'activités militantes et souvent, ce que je vois, c'est que on passe en général 80-90% du temps à analyser la situation, à comprendre les causes et les conséquences des crises que l'on vit et des défis qu'on doit relever. Et puis à la fin, on dit oui, il y a des solutions et c'est important d'en débattre. Et puis alors, il y a souvent des gens qui sont frustrés en disant oui, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Donc c'est vraiment le point de départ du livre que j'ai commencé en 2010, il y a 7 ans. J'ai réussi à le terminer, j'en suis très heureux. Et donc, c'est un livre qui, dès le début et tout au long de l'ouvrage, essaye de mettre en avant l'existence de solutions alternatives, comme tu l'as dit dans l'introduction, qui en fait, pour la plupart, sont sables, crédibles, cohérentes et pourraient être mises en œuvre immédiatement s'il y avait de la volonté politique. Et donc, dans ce livre, en fait, il y a 3 grands axes. Le premier, c'est celui-là, face, disons, à la logique dominante de Tina, There is no alternative, l'expression de Margaret Thatcher, et puis reprise des milliers et des milliers de fois partout sur la planète, disant que le néolibéralisme est l'horizon indépassable de nos sociétés, face à ce discours de résignation, de mettre en évidence justement non seulement l'existence, mais la crédibilité des propositions. Et puis le deuxième axe, on s'en est rendu compte en fait avec la trentaine de personnes qui ont travaillé avec moi sur ce bouquin, c'est moi qui le signe, mais c'est un ouvrage réellement collectif, que en fait la plupart des 200 alternatives qui sont dans le bouquin, non seulement elles sont crédibles, mais en fait, mieux que ça, elles ont déjà été appliquées à différents moments de l'histoire et ça a marché. Et parfois, c'est même mieux, aujourd'hui même sur la planète, certaines des alternatives qui sont présentes dans le livre sont appliquées aujourd'hui même et ça marche. Et donc, ça s'appelle pour moi, je dis souvent, la force de l'exemple, pour pouvoir convaincre les gens qu'on peut changer de monde. Ce n'est pas simplement d'argumenter, de développer une argumentation sur une proposition, c'est aussi de dire, regarde dans ce pays, ils l'ont fait et ça marche. Et donc, on a essayé, chaque fois que c'était possible, dans les 200, pas toujours, par exemple... l'impôt exceptionnel sur les grosses fortunes au niveau mondial, je n'ai pas trouvé d'exemple historique, vous vous en rendez compte que ce n'est pas facile, mais il y a beaucoup d'exemples, quoi. Et alors le troisième axe qui nous a posé pas mal de problèmes en fait, et moi qui donne maintenant depuis plusieurs années des conférences sur les alternatives, je me suis rendu compte que pour pouvoir avec les gens dépasser le stade du refus de l'écoute, etc., il faut d'abord casser des idées préconçues. Je donne un exemple, il y a un chapitre très important sur la question migratoire. Bien très souvent, avant de pouvoir parler d'ouverture des frontières, de politique d'asile, d'accueil basée sur les droits humains, tout en luttant efficacement par ailleurs contre une éventuelle menace terroriste, bien, il faut casser une série d'idées préconçues sur l'étranger, même vous savez, vous vous rendez compte, je crois, de plus en plus ces derniers mois, beaucoup de gens ont le cœur à gauche sur toute une série de questions au niveau fiscal, budgétaire, économique, etc. Mais sur la question des migrants, c'est un danger pour la sécurité sociale, il y a une menace, etc. Et donc voilà, c'est le troisième axe. Vous verrez qu'en début de chaque chapitre, souvent, il y a des propositions qui s'appellent autodéfense intellectuelle et qui permettent en fait de casser des grandes idées préconçues avant de rentrer dans les propositions.
Je termine juste un élément sur le bouquin. On a fait évidemment un gros travail en fait parce que le public cible principal, c'est pour des personnes qui n'ont pas de formation en économie, en politique, etc. S'ils ouvrent le bouquin, tout en étant très rigoureux, l'idée c'est qu'il puisse être vraiment accessible par toutes et tous. Et dernier élément, c'est un gros livre. Eric, d'ailleurs, quand je l'écrivais, tu me disais « mais tu es fou d'écrire un truc comme ça, les gens n'achètent plus et ne lisent plus des aussi gros livres ». C'est vrai que quand on ne le sait pas, ben, voilà, on peut. Mais en fait, il y a 18 grands thèmes qui sont abordés et chaque chapitre est construit pour être lu indépendamment les uns des autres. Donc si par exemple c'est la démocratie qui vous intéresse, vous pouvez directement aller au chapitre 15 et voir à la première page les 27 propositions dans le chapitre démocratie qui sont développées pour avancer vers une démocratie réelle. Voilà pour le bouquin. Deuxième élément, alors, c'est pour vous dire que, en fait, dans le deuxième axe dont je vous ai parlé, la force de l'exemple, en parallèle avec l'écriture du livre, on s'est dit, n'attendons pas que le livre sorte, mais créons un site qui s'appelle bonnenouvelle.be, où on va justement mettre en évidence toutes les victoires qui ont lieu sur la planète. Et quand on a commencé, il y a 5 ans, à créer ce site, on se disait, vu dans le monde dans lequel on vit, si on a 1 ou 2 bonnes nouvelles par mois, on peut déjà être content. Mais en fait, pas du tout. Maintenant, ça fait 3-4 ans qu'on publie en moyenne une victoire tous les 2 jours. Et donc, c'est classé par thématique, par pays. Évidemment, ici, on est en France. Si vous voulez regarder toutes les bonnes nouvelles de France, etc. Donc, voilà, c'était mon deuxième point. C'était pour vous dire qu'il y en a plusieurs. J'en ai choisi quelques-unes. Hein, il y en avait des centaines, et donc j'en ai choisi quelques-unes. Une un peu moins récente, mais qui me permet d'en donner 2-3 sur la question du féminisme, qui est une question fondamentale pour moi. Il y a un gros chapitre aussi dans le livre. En Pologne, vous vous en souvenez peut-être, mais la Pologne a failli être le premier pays qui est revenu sur la légalisation de l'avortement. L'avortement était légal en Pologne, mais déjà, il était très restrictif. Il n'était légal que s'il y avait eu viol, inceste ou s'il y avait un danger de mort pour l'enfant ou pour la mère. Donc, c'était déjà très, très restrictif. Et donc, il y a eu une proposition de loi pour revenir à l'interdiction pénale de l'avortement. Et il y a eu le mouvement des femmes polonaises qui se sont habillées en noir et qui ont déferlé dans les rues. Et en moins d'une semaine, on fait reculer le gouvernement. Deuxième exemple, beaucoup plus récent, l'Irlande, en mai 2018, a tenu un référendum et il y a eu une victoire écrasante, alors qu'il y avait une pression, y compris en Irlande. Donc voilà, deuxième exemple. Troisième, encore un dernier sur le féminisme, en Islande, je ne sais pas si vous savez, mais on a voté une loi qui maintenant sanctionne pénalement le non-respect de l'égalité salariale. Donc l'égalité salariale est reconnue dans la plupart des pays européens, dans le droit international depuis presque 40 ans, et malgré des lois du droit international, etc., vous le savez, même en France, aujourd'hui, ce n'est toujours pas respecté. Et donc ici, l'Islande a fait passer une loi disant que si on découvre une irrégularité du principe à travail égal, à salaire égal, qui est un slogan maintenant reconnu internationalement et qui a été inventé par les femmes de la FN, de la Fabrique nationale, d'où je viens d'ailleurs, de Liège, lors d'une grande grève des femmes à Liège. S'il y a un non-respect de ce principe, l'entreprise peut être condamnée à 500 € d'astreinte par jour. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. La question des sanctions, pour moi, est quelque chose, si on veut à un moment donné concrétiser des alternatives, la question des sanctions est fondamentale et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, quatrième exemple, très intéressant parce qu'il provient aussi d'une première démarche et initiative ici en France. C'est la victoire des travailleuses de Lidl en Belgique. Donc en mai 2018, donc vraiment très récemment, il y avait une exploitation qui devenait de plus en plus difficile dans les magasins du Lidl et toute une série de travailleuses dans différents Lidl se posaient la question de est-ce qu'on va se mettre en grève ou pas. Elles nous ont raconté tout ça et si vous voulez plusieurs articles qui développent ça, mais elles avaient peur. Se mettre en grève, c'est toujours faire face à un patronat et à une multinationale très puissante. Et puis comme souvent, c'est un petit déclic, c'est le non-respect de la salubrité d'une cantine qui a mis le feu aux poudres et un magasin Lidl s'est mis en grève et dans les jours qui ont suivi, 2, puis 3, puis 10 magasins Lidl, Lidl a voulu faire pression et alors il y a eu une solidarité qui s'est mise en place et ils ont été bloqués les dépôts des fournisseurs de Lidl et donc en moins de 10 jours, Lidl a
reculé et a donné les deux demandes des travailleuses, à savoir une augmentation du nombre de personnel et une diminution des cadences. Et ça, je disais qu'il y avait un lien avec la France parce qu'en fait, elles expliquaient qu'il y avait beaucoup de discussions au sein de Lidl par rapport au reportage qui avait été fait par Élise Lucet dans Cash Investigation sur justement cette multinationale. Et donc, on voit un travail d'éducation populaire, un travail de production médiatique qui a des impacts sur les luttes sociales. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Alors, il m'en restait deux. Encore une. Ouais, c'est bon, je suis plus ou moins dans les temps. La Belgique a remporté une belle victoire aussi. Ça, c'est en lien avec la dette. Je ne sais pas si vous connaissez les fonds vautours. Ce sont des institutions financières qui s'appellent des fonds vautours. Et leur activité consiste à quoi? À racheter sur le marché secondaire de la dette des titres de la dette de pays du Sud ou autres qui ne valent plus rien sur le marché secondaire, parfois 10% de leur valeur. Ils achètent un titre qui vaut 1000 à 100 et ils attendent quelques années. Et dès que le pays, par exemple, va mieux ou acquiert de nouvelles ressources, ils attaquent le pays dans un tribunal souvent britannique, mais ça peut être belge, français, et ils demandent la récupération de l'intégralité de la créance, donc 1000, plus les intérêts, plus les indemnités de retard, plus les dédommagements pour ne pas, etc. Et donc, ils font du 2000, du 3000% de profit. Et donc, avec le CADTM, pendant des années, on a travaillé avec des parlementaires progressistes au Parlement belge et on a réussi en 2015 à produire une loi qui est unique au monde, la loi Fonds Vautour, qui en fait interdit aux tribunaux belges, si jamais un fonds vautour vient devant les tribunaux belges pour recevoir un titre exécutoire disant que le pays en question doit rembourser l'intégralité de la valeur nominale plus intérêt, etc., il ne peut pas. Le juge doit dire, vous pouvez éventuellement récupérer la valeur du prix auquel vous avez acheté le titre sur le marché secondaire, avec éventuellement un petit dédommagement, etc. Et donc, il se trouve que NML Capital, un des plus grands fonds vautours du monde, qui est dirigé par le milliardaire, comment ? Paul Singer, un milliardaire, a attaqué l'État belge devant la Cour constitutionnelle pour dire « cette loi est anticonstitutionnelle ». Et donc, toute une série d'associations avec l'État belge ont mené bataille juridique et la Cour constitutionnelle, en mai 2018, a jugé cette loi constitutionnelle et donc a débouté le fonds vautour hyper puissant. Et donc, ça veut dire qu'on peut gagner de nouveau. Les travailleuses gagnent contre la multinationale Lidl et on gagne également contre un grand fonds d'investissement. Et dernière bonne nouvelle et victoire pour la France, pas plus tard qu'hier en fait. Je ne sais pas si vous avez suivi la décision du Conseil constitutionnel sur la question du délit de fraternité. Donc, en se basant sur l'article 2 de la DUDH et l'article 73.2 de la Constitution française, il a déclaré « Il découle du principe de fraternité la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ». Donc voilà, c'était hier. Donc, et voilà le site Bonne Nouvelle. Moi, je pense, alors je dis juste un petit mot là-dessus, bien sûr, ce sont des petites victoires, parfois c'est simplement revenir en arrière sur un acquis, mais c'est aussi grâce à ça, je pense qu'on peut avoir du courage, de la motivation, et quand on voit qu'il y en a en fait des centaines partout, on peut réellement s'appuyer là-dessus pour pouvoir défendre des propositions. Alors, je passe maintenant à des alternatives un peu, disons, plus globales. Et je commence par la question, puisque le thème c'est la monnaie, par des questions de la finance. D'abord sur les sauvetages bancaires. Vous savez que dans la proposition s'appelle envisager tout autrement les sauvetages bancaires. Hein. En France comme en Belgique, on vous a vendu, on a dû faire ça, on était obligé de le faire ainsi. Sinon, la seule autre chose qu'on pouvait faire, c'était de regarder tout le système financier s'écrouler devant nous et voir les dépôts des épargnants s'envoler en fumée. Et donc là, il y a un exemple très intéressant qui date de 1991-92 dans les pays scandinaves, Norvège, Suède, Finlande, qui ont connu à cette époque une énorme crise bancaire, avec certains
certaines différences, mais aussi certains points communs. Une très grande concentration de la capitalisation bancaire dans ces pays, 3 ou 4 banques qui dominent le marché, et aussi une crise liée à de la spéculation sur des produits immobiliers. Donc vous voyez, il y avait des points communs. Comment ont-ils géré la crise? Ils ont géré la crise. Oui, il fallait agir vite, oui, il fallait agir fort, mais on pouvait agir tout à fait différemment. Ils ont géré la crise sur la base de 3 principes très simples. Le premier, on sort le conseil d'administration. On reprend le contrôle de la banque. Vous avez foiré, vous avez déconné, on ne vous laisse pas là en place. Avant de vous donner quoi que ce soit comme argent, on va reprendre le contrôle de la banque. Ça paraît évident, mais ce n'est pas ce qui a été fait ni en France ni en Belgique. Ensuite, et le deuxième principe qui n'est, comment dire, qu'on ne peut concrétiser que s'il y a eu le premier, c'est qu'on rachète la banque à sa valeur économique réelle. C'est-à-dire, quand on a pris le contrôle des comptes, on peut analyser les créances, les dettes, les actifs, les passifs de manière très précise et voir ce que vaut la banque. Et qu'est-ce qu'elle valait ces banques après la crise financière? Quasiment rien du tout. Et donc ça a permis à ces États, plutôt d'injecter et d'écouter des dirigeants de banques nous dire « Ah, désolé, mais j'ai besoin de 6 milliards, sinon je m'écroule. » Ok, on le donne. Donc ce qu'ont fait ces gouvernements, c'est qu'ils ont imposé une dévalorisation massive des actifs et de la capitalisation de ces banques. Et puis, ils ont nationalisé après. Et donc, ça leur a coûté beaucoup moins d'argent. Et le troisième principe, qui est un principe qu'on a appliqué plus ou moins bien dans nos pays européens, c'est évidemment la séparation entre les actifs toxiques et les actifs sains. Et donc, ça implique la création de bad banks. On met tous les actifs sains on laisse tous les actifs sains dans la banque et on crée des nouvelles banques avec tous les actifs pourris. Mais en fait, ça veut dire qu'on crée une nouvelle banque. Et pour créer une nouvelle banque, il faut injecter des fonds propres. Et les fonds propres, ils sont une proportion de la capitalisation des actions qu'on met dedans. Et donc, si on n'a pas dévalorisé, on doit mettre énormément d'argent. Donc, ça a coûté énormément de milliards totalement inutiles aux États européens, tandis que les pays scandinaves, comme ils avaient dévalorisé avant, ils ont pu créer ces bad banks relativement de manière... Enfin, ça leur a coûté relativement bon marché, et ont pu assez facilement alors revendre les produits toxiques. Et je donne juste le chiffre, la Suède, au final, en 3 ans et demi, a géré sa crise bancaire, et ça lui a coûté 2% de son PIB. Alors pour la France, je ne sais pas, mais la Belgique, on en est à 8%. Ça fait maintenant 7 ans que ça dure, et on n'a rien réglé du tout. Donc, et alors, vous le savez, mais ça je ne développe pas ici, mais énormément d'indicateurs, et si vous écoutez même les analystes financiers de gauche comme de droite, disent une nouvelle crise financière nous pend au nez, on ne sait pas d'où elle va venir et quand. Mais donc cet exemple-là, par exemple, je trouve qu'il devrait être vraiment popularisé pour montrer qu'il y a des possibilités, si une nouvelle crise financière intervient, de gérer de manière radicalement différente. Bien sûr, le problème... Enfin non, ça je ne vais pas, comme il vient de me dire que le temps passe. Alors, autre proposition qui devrait être mise aussi sur le tapis dès maintenant, je pense qu'elle est portée en tout cas par une série de mouvements politiques de gauche en France, en Belgique aussi, la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Alors là, vous le savez, mais des économistes, y compris de droite, l'ont dit à plusieurs reprises, le gouvernement français ou belge n'a pas besoin d'attendre un accord de l'Union européenne ou une collaboration avec d'autres pays. Il peut appliquer cette mesure au niveau national sans attendre qu'il y ait un accord au niveau européen. Et c'est tout à fait possible techniquement. Et ça, cette question-là, elle est fondamentale parce que c'est vrai que c'est une question financière, parce que ça permet aux banques d'utiliser les dépôts des épargnants et de jouer en bourse. Ce principe, il est très simple. C'est si vous récoltez le dépôt des épargnants et vous injectez de l'argent dans l'économie réelle via les PME, vous ne pouvez pas jouer en bourse. Et si vous jouez en bourse, vous ne pouvez pas faire du dépôt des épargnants. C'est un cloisonnement. Et donc ça, c'est une question financière, mais politique aussi, très importante, parce que ça permet justement aux banques de faire tout et n'importe quoi et d'avoir un instrument de menace politique sur les États pour dire, écoutez, si vous ne m'aidez pas, moi, tous les dépôts des épargnants vont leur fumer et ça met une sale ambiance dans un pays. Et donc ça, c'est très important de le faire. Et là, vous savez aussi que ça a été fait. Une des premières mesures de Roosevelt en 1933, ça a été le Glass-Steagall Act, la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Je vous ai parlé de la sanction tout à l'heure. Il n'a pas demandé gentiment, comme beaucoup de gouvernements européens le font, excusez-moi de vous demander pardon,
est-ce qu'il serait possible d'envisager la possibilité de débattre de l'opportunité, de voir si dans X temps, il y aura moyen de discuter sérieusement de ça? Non, il a dit, vous avez 1 mois, 2 mois pour me faire ça, et si vous ne le faites pas, vous pouvez perdre votre licence bancaire ou voler en prison. Qu'ont fait les banques? Elles se sont fâchées, et puis elles ont appliqué la loi. Et on a appliqué ces quelques règles fondamentales partout sur la planète, et on voit que entre 1945 et 1975, il n'y a quasiment eu aucune crise bancaire dans le monde. Alors, troisième proposition, la question du contrôle des mouvements de capitaux. Ça me paraît vraiment fondamental, parce que c'est, dans tous les discours, y compris sociodémocrates, c'est la menace qui pèse sur tout gouvernement progressiste. Si on veut faire mal aux multinationales, si on veut faire mal aux banques, si on veut faire mal aux marchés financiers dans le cadre d'une meilleure redistribution des richesses, tout de suite, on nous dit ce n'est pas possible, les bourses vont voler en éclats, les investisseurs vont fuir et les capitaux vont fuir. Et donc, c'est quasiment impossible d'avancer dans le débat à ce niveau. Là, je dis 3 éléments. Le premier, c'est que c'est une erreur fondamentale de penser que la liberté des mouvements de capitaux peut être positive. Elle a été vendue comme ça, en disant que ça allait amener la prospérité, mais on l'a bien vu, depuis la dérégulation financière des années 80 et qui s'est accélérée dans les années 90, le nombre de crises financières dans le monde a explosé. Le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, a dit que c'était en général la cause principale de beaucoup de crises qu'il y a eu dans ces pays, parce que les flux de capitaux sont procycliques. C'est-à-dire que quand un pays tombe en récession, les capitaux vont avoir tendance à fuir le pays au moment où ils en ont le plus besoin, alors que quand un pays, justement, est, disons, a un développement de son activité économique, les capitaux vont avoir tendance à arriver de manière beaucoup trop importante et accentuer toutes les bulles spéculatives. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Mais la chose la plus intéressante, c'est, et je pense qu'il y a peu de gens qui le savent, c'est qu'aujourd'hui même, sur la planète, il y a des pays qui contrôlent les mouvements de capitaux. La Chine. Alors la Chine n'est pas un modèle, ce n'est pas un modèle économique, politique, démocratique, écologique, mais la Chine, encore aujourd'hui, contrôle de manière relativement stricte ces mouvements de capitaux, et un rapport de l'OCDE a montré que, vous vous en souvenez sans doute, il y a eu une énorme crise financière en 1997 dans les pays de l'Asie du Sud-Est, et l'OCDE, qu'on ne peut pas non plus juger comme une organisation de gauche, a dit que si la Chine avait été très peu touchée par cette crise financière de 1997, c'est parce qu'elle contrôlait ces mouvements de capitaux. L'Argentine a appliqué des contrôles stricts sur les mouvements de capitaux en 2001, et puis elle a appliqué d'autres mesures et qui ont permis une relance économique très intéressante. Et alors, il y a un autre pays, et là aussi c'est très intéressant de le savoir, c'est l'Islande. L'Islande, en 2008, c'est le premier pays européen à connaître la crise financière avec l'effondrement de ces grandes banques. Et l'Islande, dès 2008, a repris le contrôle des mouvements de capitaux. Il y a eu énormément de pression du FMI et des puissances créancières pour dire qu'elle ne pouvait pas. Elle a maintenu ce contrôle de mouvements de capitaux, et assez récemment, le Fonds monétaire international a affirmé dans un rapport que si l'Islande va plutôt bien maintenant, avec une activité économique intéressante, etc., une stabilisation de son économie, c'est parce qu'elle a contrôlé les mouvements de capitaux. Je donne encore 2 autres exemples, mais qui sont intéressants, mais qui sont des mauvais exemples, mais qui sont intéressants. C'est Chypre et la Grèce. Entre avril 2013 et avril 2015, l'Union européenne et la Banque centrale européenne ont imposé à Chypre un contrôle très strict des mouvements de capitaux. Et en Grèce, en juillet 2015, juste avant le référendum, la Banque centrale européenne a imposé à la Grèce un contrôle très total sur les mouvements de capitaux. Alors, ces 2 exemples, en fait, ont été mis en place pour de mauvaises raisons, de manière autoritaire, antidémocratique, mais elles montrent que c'est possible de remettre en place de manière rapide et efficace le contrôle des mouvements de capitaux. Tu disais que j'avais fini, c'est ça ? Voilà. Ok, donc je vais se louper. Mais une autre chose qui est intéressante pour vous montrer aussi que parfois, il y a des petits principes qui sont
qui sont tout simples et qui sont appliqués par 4 pays pour l'instant, le Chili, la Colombie, la Russie et l'Argentine, pour contrôler les mouvements de capitaux. Admettons qu'il y ait un investisseur qui vient dans un de ces 4 pays, il y a une négociation avec l'investisseur qui dit « tu viens, mais pourquoi faire ? Combien de temps vas-tu rester ? Qu'est-ce que tu vas t'engager à faire, à créer comme activité et comme emploi ?» Et puis alors, on utilise une chose que vous connaissez sans doute. Quand vous allez en vacances et que vous louez une voiture, qu'est-ce que vous devez faire quand vous prenez la voiture ? Payer une caution. Et qu'est-ce qui fait que quand vous avez payé une caution importante, mais que vous allez récupérer la semaine d'après, eh bien vous vous comportez de manière prudente avec la voiture et vous respectez vos engagements et votre contrat et vous ramenez la voiture et vous récupérez votre caution. Eh bien, ces 4 pays imposent aux grands investisseurs qui viennent dans ces pays une caution de 20, de 30% pendant 1 an, 2 ans, à décider démocratiquement, en France par exemple, en disant « Ok, tu veux venir installer, mais qu'est-ce que tu vas faire, à quoi tu t'engages, etc. » Et donc, à ce moment-là, on peut vérifier les engagements des multinationales et bloquer une caution et puis éventuellement la rendre quand les engagements ont été récupérés. Et je conclus en disant justement, alors sur cette question de sanction qui est fondamentale, je ne pense la sanction, elle ne doit pas être simplement pour punir les méchants. Elle doit être là pour imposer à ceux qui voudraient ne pas respecter la loi de se comporter correctement. Et voilà, j'avais encore toute une série d'autres exemples, mais le temps est passé trop vite et je vous remercie.